Approche, Juif, approche, tout près, sois sans crainte. Quel reste le lot de ton ennemi? Tu te nommes Nathan? Oui. Nathan le sage? Non. Bien sûr, ce n'est pas toi qui te nommes ainsi, c'est le peuple. Le peuple, c'est possible. Tu ne penses tout de même pas que je néglige la voix du peuple? Il y a longtemps que je désire connaître l'homme qu'elle nomme le sage. Et si elle le nommait ainsi par dérision? Si pour le peuple, sage n'était rien d'autre que malin, et malin, celui-là seul qui connaît bien son intérêt. Tu veux dire son véritable intérêt? Alors, bien sûr, le plus égoïste serait le plus malin. Et bien sûr, sage et malin ne feraient qu'un. Tu prouves ce que tu veux réfuter. Les véritables intérêts de l'homme, le peuple ne les connaît pas. Toi, si. Tu as au moins cherché à les connaître. Tu y as réfléchi. Cela fait seul le sage. Que chacun croit être. Trêve de modestie. N'entendre qu'elle, là où l'on attend la raison et rien d'autre, cela me répugne. Venons aux faits, mais avec franchise, Juif, avec franchise. Sultan, crois-moi, mon désir est de te servir de manière à rester digne à l'avenir de ta clientèle. Me servir? Comment? Tu auras ce qu'il y a de mieux. Tu l'auras au meilleur prix. De quoi parles-tu? Quand même pas de tes marchandises. Ce genre de trafic, c'est l'affaire de ma sœur. Ça, c'est pour l'espionne. Moi, je n'ai rien à faire avec le marchand. Alors, tu veux sans doute savoir ce que j'ai pu remarquer en chemin concernant l'ennemi. C'est un fait. Il recommence à s'agiter. Si je peux parler franchement. Non, ce n'est pas non plus ce que j'attends de toi. J'en sais bien assez là-dessus. Bref. Ordonne, Sultan. Je sollicite ton enseignement sur toute autre chose. Toute autre chose. Puisque tu es si sage, dis-moi donc, quelle est la foi, quelle est la loi qui t'a semblé la plus lumineuse? Sultan, je suis juif. Et moi, musulman. Entre nous, le chrétien. De ces trois religions, une seule peut être la vraie. Un homme comme toi ne reste pas fixé là où l'a jeté le hasard de sa naissance. Ou s'il y reste, c'est après réflexion, de façon raisonnée, par choix. Eh bien, fais-moi part de tes réflexions. Fais-moi entendre les raisons que je n'ai pas eu le loisir de creuser moi-même. Confie-moi, entre nous, bien sûr, le choix que ces raisons ont déterminé, et je le ferai mien. Quoi? Tu hésites? Tu me jauges du regard? Il se peut bien que je sois le premier sultan que prend une pareille fantaisie. Fantaisie qui, après tout, ne me semble pas si indigne d'un sultan, non? Alors, parle, explique-toi. Ou bien veux-tu un moment pour réfléchir? Je te l'accorde. Est-ce qu'elle écoute? Surprenons-la. Je veux savoir comment je me suis comporté. Réfléchis, réfléchis vite. Je reviens tout de suite. Alors, rencontrer l'histoire, d'accord, mais laquelle? Celle qui est en train de se dire, Antoine, est un peu tendue, non? C'est l'histoire d'un sultan, mais lequel? Et d'un juif, Nathan. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qu'on vient d'entendre, là, c'est le début de la grande scène de rencontre entre donc, le sultan, qui est le sultan Saladin, et un marchand juif. On est à Jérusalem, au XIIe siècle, pendant la troisième croisade. Saladin vient de reprendre la ville de Jérusalem aux croisés.
Et il a des soucis financiers. Et il fait appel à un marchand juif, Nathan, qui est réputé non seulement pour sa richesse, mais pour sa sagesse. C'est pour ça qu'il est surnommé Nathan le Sage. Et dans ce début de la rencontre, au fond, Saladin, au lieu de demander directement à Nathan de l'argent, ce qui est en fait son objectif, eh bien, il trouve que c'est en dessous de sa réputation, de son statut, et donc il lui tend en quelque sorte un piège sur sa sagesse, en lui demandant, vous l'avez entendu, de dire quelle est la vraie religion parmi les trois religions monothéistes. Alors ça, et ce qui va suivre, c'est la grande scène qui est au cœur donc, de cette pièce, Nathan le Sage, qui est le chef-d'œuvre des Lumières allemandes, qui est une pièce que Lessing a écrite à la fin de sa vie, dans les toutes dernières années de sa vie, en 1779, on est donc une dizaine d'années avant la Révolution française, c'est la fin du XVIIIe siècle, et qui est considéré comme un des grands manifestes du XVIIIe siècle en faveur de la tolérance religieuse. Mais en France, on ne la joue pas beaucoup, non? Non, c'est une pièce... la première fois qu'on a joué cette pièce en France, c'est en 1987. La première représentation en français, c'était au Théâtre de Gennevilliers, et ensuite elle a été jouée à Avignon 10 ans plus tard, et on a 5-6 représentations, pas plus. Alors qu'en Allemagne, c'est une pièce extrêmement classique. Alors, elle n'a été quasiment pas jouée du vivant de Lessing, d'abord parce qu'il est mort juste après, mais aussi parce que la pièce a été censurée. En revanche, elle a été jouée tout au long du XIXe siècle, bon, dans une version qui avait été un peu édulcorée par Schiller, mais elle est jouée au long du XIXe siècle, et puis au XXe siècle, elle devient en fait une pièce symbolique, presque iconique, terme qui ne convient pas très bien pour une pièce de théâtre, mais enfin, pourquoi? Parce qu'en 1933, elle est interdite par les nazis. Évidemment, c'est une pièce dont, on va le voir dans un instant, le personnage central, le personnage positif, est un personnage donc, de juif, de marchand juif. Elle est interdite et elle va devenir aussi, par conséquent, une sorte de manifeste de la résistance allemande. Elle va être jouée ensuite en dehors d'Allemagne. Et par exemple, en 1945, elle est jouée pour la réouverture du théâtre allemand à Berlin, du côté de Berlin-Est. Et elle devient véritablement un des grands classiques. En Allemagne, c'est une pièce que tout le monde étudie. Et donc c'est un peu l'équivalent à la fois de la grande pièce classique et puis l'équivalent, je sais pas, de Candide en termes de pièces qui symbolisent la culture des Lumières. En France, en revanche, c'est une pièce qui a été très peu jouée, qui est peu lue, peu connue. Donc Nathan le Sage, si on l'écoute aujourd'hui, si on l'entend, si on la reçoit, c'est évidemment chargé de toute cette histoire, en fait, une histoire allemande, une histoire européenne. Mais justement, quand même, déjà à ce moment-là, au XVIIIe siècle, pour quelqu'un comme Lessing, qui est, tu le diras peut-être, malheureux au moment où il écrit cette pièce, c'est pas rien quand même de mettre en scène des croisades, l'histoire des croisades, avec les deux personnages positifs que sont le sultan Saladin et Nathan le Sage. Absolument. Il faut se remettre dans le contexte qui est celui du XVIIIe siècle, d'une Europe qui est encore une Europe chrétienne, très fortement chrétienne. Alors, je vous disais à l'instant, la pièce a été censurée immédiatement dans les États catholiques. Et donc, Lessing, ici, s'inspire de Voltaire. Vous connaissez bien Voltaire. Il s'inspire de Voltaire, il traduit l'histoire des croisades de Voltaire. Et vous imaginez que l'histoire des croisades de Voltaire n'est pas un éloge des croisades et des rôles des croisés. Donc, il s'en inspire, mais on verra tout à l'heure, on y reviendra sans doute, par rapport à Voltaire, la position de Lessing sur la question des religions est néanmoins un peu différente. Il y a le même type de critique du fanatisme religieux, l'appel à la tolérance, mais sur des fondements un peu différents. Et puis, il fait une histoire des croisades à Jérusalem dont les deux personnages positifs, centraux, sont un juif et un musulman. Alors le juif, c'est Nathan, et Nathan a un modèle dans l'Allemagne du XVIIIe siècle. C'est un grand ami de Lessing, qui est Moses Mendelssohn, qui est la grande figure de philosophe juif berlinois, ce qu'on appelle les Lumières juives allemandes du XVIIIe siècle. Mendelssohn était très intégré à la vie intellectuelle berlinoise, et c'était
un philosophe, il a écrit son grand traité Jérusalem, qui était une tentative de réconciliation du judaïsme et de la philosophie sécularisée des Lumières. Et puis, donc ça c'est vraiment le modèle qui est transparent dans la pièce. Tout le monde savait très bien que Nathan Le Sage, c'était Mendelssohn. Et puis, du côté de Saladin, eh bien là, il s'appuie sur un personnage historique réel, donc le sultan Saladin, mais reconstruit par la vision que les hommes des Lumières en avaient, et qui peut-être, mais là, Patrick, je vous renvoie à la question, peut-être correspond, c'est vous le médiéviste après tout, alors est-ce que ça correspond ou pas, cette vision d'un sultan éclairé, rationnel et modéré et tolérant? Est-ce que ça correspond au vrai personnage de En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est le Saladin des Lumières qui est au miroir des autres personnages. Et cette question du miroir et de la ressemblance, hein, vous allez l'entendre, elle est essentielle dans l'intrigue de la pièce, parce que chacun sauve la vie de l'autre en le prenant pour quelqu'un d'autre. Et en particulier, Saladin a sauvé la vie d'un Templier parce qu'il ressemblait à son frère. Et cette ressemblance, en fait, c'est vrai que, d'une certaine manière, l'image de Saladin, donc Saladin qui est le chef du djihad, qui reprend Jérusalem 1187, eh bien, inspire aux Européens des sentiments mêlés d'inquiétude, de défiance, de peur et d'admiration. Parce que, bien sûr, qu'il y a quelque chose dans cette ressemblance qui est en jeu dans la pièce de Lessing, qui est que, d'une certaine manière, entre l'aristocratie arabe et l'aristocratie franque en Terre Sainte, il y a un jeu de miroir, d'appropriation réciproque et de familiarité déplacée qui pose quand même la question, et aujourd'hui encore, c'est vrai que Saladin, c'est l'empereur, le sultan, mais le sultan de l'Empire islamique. L'Empire, c'est le gouvernement de la diversité, et on sait bien que Saladin, dès le XIIe, XIIIe siècle, il est aussi considéré comme, sinon un empereur tolérant, le mot est, on va le voir, anachronique, du moins quelqu'un qui, au fond, accueille la diversité intrinsèque de l'Empire islamique, qui ne peut être que multiconfessionnel. Et donc, ce qui va se passer, au fond, dans la suite, Antoine, c'est que Nathan, comme Scheherazade dans les Mille et une nuits, doit raconter une histoire pour sauver sa vie. Absolument. Mais peut-être qu'il faut l'écouter, cette suite. Eh bien d'accord, on l'écoute. Étrange. Drôle d'impression. Que veut le sultan? Que veut-il? Je m'attends à ce qu'il me demande de l'argent, et lui veut la vérité. La vérité. Et il la veut aussi nue, aussi brillante que si c'était une monnaie. Si encore c'était de l'ancienne, de celle qu'on pesait, ça irait. Mais une nouvelle, qui n'existe que par l'estampille, qu'on a le droit de ne compter qu'au guichet. La vérité, quand même, c'est autre chose. Comme on empoche de l'argent, on se mettrait de la vérité dans sa tête. Ah, ça! Qui donc est le juif ici, lui ou moi? Mais quoi? Pourquoi, en vérité, n'exigerait-il pas la vérité? Non, non. Le soupçonner d'utiliser la vérité seulement comme un piège serait par trop petit. Trop petit? Qu'est-ce qui est trop petit pour un grand? Oui, il est entré trop brusquement en matière. On frappe à la porte, on écoute d'abord quand on vient en ami. Il faut que je sois prudent. Mais comment? Jouer le juif à 100%, ça ne va pas. Et le pas juif du tout, encore moins. Car si pas juif, pourrait-il me demander pourquoi pas musulman?
j'y suis. J'ai ce qui peut me sauver. Il n'y a pas que les enfants que l'on nourrit avec des contes. Il vient. Qu'il vienne. Le champ est libre. Je ne reviens pas trop tôt? Tu as fait le point? Alors, parle. Personne ne nous écoute. L'univers entier peut bien nous écouter. Nathan est bien sûr de son fait? Ah, voilà ce que j'appelle un sage. Ne jamais cacher la vérité, mettre tout en jeu pour elle. Son corps, ses biens, sa vie, son sang. Oui, oui, quand c'est utile et nécessaire. Désormais, donc, j'ose espérer porter à bon endroit l'un de mes titres, celui de réformateur de l'univers et de la loi. Beau titre, ma foi. Mais, Sultan, avant que je ne m'ouvre entièrement à toi, me permets-tu de te conter une petite histoire? Pourquoi pas? Je suis toujours amateur d'histoire, mais bien racontée. Ah, ça, bien raconté, ça n'est pas vraiment mon affaire. Modestie et orgueil, de nouveau? Allons, raconte. Raconte. Il y a très longtemps, vivait en Orient un homme qui possédait, cadeau d'une main aimée, une bague d'une valeur inestimable. La pierre était une opale, chatoyant de 1000 belles couleurs. Elle avait la vertu secrète de rendre agréable à Dieu et aux hommes quiconque la portait, animé de cette conviction. Quoi d'étonnant à ce que notre oriental la porta toujours au doigt et qu'il prit la décision de la conserver éternellement à sa maison. Voici ce qu'il fit. Il légua la bague au plus aimé de ses fils, en précisant que celui-ci, à son tour, la léguerait à son fils préféré et que perpétuellement le fils préféré, sans considération de naissance, par la seule vertu de la bague, deviendrait le chef, le premier de sa maison. Entends-moi, Sultan. Je t'entends. Continue. Cette bague, ainsi transmise de père en fils, finit par échoir un jour à un père de 3 garçons. Tous 3 lui obéissaient pareillement, et lui ne pouvait s'empêcher de les chérir tous 3 pareillement. Parfois seulement, quand il se trouvait seul avec l'un d'entre eux, chacun à tour de rôle, et que les 2 autres ne partageaient pas l'épanchement de son cœur, chacun, à tour de rôle, lui semblait le plus digne de la bague. Il eut alors la pieuse faiblesse de la promettre à chacun des 3. Cela dura ce que cela dura. Mais arrive l'heure de la mort, et le bon père se trouve dans l'embarras. Il souffre à l'idée de blesser 2 de ses fils qui se fit à sa promesse. Que faire? Il s'adresse secrètement à un artisan et lui commande 2 autres bagues sur le modèle de la sienne, avec ordre de ne ménager ni peine ni argent, pour les faire en tout point semblables à la première. L'artiste y parvient. Lorsqu'il apporte les bagues, le père est incapable de distinguer l'original. Rassuré, il convoque ses fils, chacun séparément, donne à chacun sa bénédiction et sa bague, et meurt. Tu m'écoutes, Sultan? J'écoute, j'écoute. Hâte-toi de finir ton histoire. Alors? J'ai fini. La suite se conçoit d'elle-même. À peine le père disparu, chacun arrive avec sa bague, chacun veut être le chef de la maison. Enquête, querelle, accusation, rien n'y fait. Impossible de prouver quelle est la vraie bague. Presque aussi impossible que pour nous, aujourd'hui, la vraie foi. Quoi?
C'est là toute ta réponse à ma question? Mon excuse, du moins, si je ne me risque pas à distinguer entre les bagues que le Père a fait exécuter justement pour qu'on ne puisse pas les distinguer. Les bagues ne jouent pas avec moi. J'estime que les religions que je t'ai nommées peuvent parfaitement être distinguées, jusque dans le vêtement, le boire et le manger. Oui, mais pas si l'on considère leurs fondements. Toutes, en effet, ne sont-elles pas fondées sur l'histoire, écrite ou orale? Et quand il s'agit d'histoire, il faut bien croire sur parole celui qui la transmet. Or, de qui mettons le moins en doute la parole? Des siens, n'est-ce pas? De ceux de notre sang, de ceux qui, depuis notre enfance, nous ont donné des preuves de leur amour, de ceux qui nous ont jamais trompés, que là où il valait mieux pour nous de l'être. Comment croirais-je moins mes pères que toi les tiens? Ou inversement? Puis-je exiger de toi que tu accuses tes ancêtres de mensonges pour ne pas contredire les miens? Ou inversement? Cela vaut aussi pour les chrétiens, non? Par le prophète, cet homme dit vrai. Il ne me reste plus qu'à me taire. Revenons à nos bagues. Les fils, je l'ai dit, se citèrent en justice. Chacun jura devant le juge qu'il tenait la bague directement de la main de son père. C'était vrai, après avoir obtenu de lui depuis longtemps la promesse de jouir un jour des privilèges qu'elle procurait. C'était tout aussi vrai. Le père, affirmait chacun, ne pouvait pas l'avoir trompé. Et chacun, plutôt que de faire peser un tel soupçon sur un père tant aimé, ne voyait pas d'autre issue que d'accuser ses frères de duplicité, malgré toute l'estime qu'il leur portait au demeurant. Et chacun jurait de démasquer les traîtres et de se venger. Et le juge? J'ai grande hâte d'entendre ce que tu fais dire au juge. Parle. Le juge dit: si vous ne m'amenez pas ici sur le champ votre père, je vous renvoie dos à dos. Pensez-vous que je sois là pour résoudre des énigmes? Ou bien espérez-vous que la vraie bague va se mettre à parler? Attendez, j'entends dire que la vraie bague possède la vertu magique de rendre agréable à Dieu et aux hommes. Voilà ce qui doit trancher. Les fausses bagues, elles, ne le pourront pas. Eh bien, quel est celui d'entre vous que les deux autres aiment le plus? Allons, parlez. Vous vous taisez. Les bagues n'ont donc d'effet que sur leur propriétaire. Elles n'en ont donc pas vers les autres. Chacun s'aime avant tout lui-même. Alors, vous êtes tous les trois des trompeurs trompés. Vos bagues sont fausses, toutes. La vraie bague s'est sans doute perdue. Pour cacher cette perte, pour la compenser, votre père en a fait faire 3 pour 1. Magnifique, magnifique. En conséquence, poursuivit le juge, acceptez en guise de verdict mon conseil, ou bien partez. Voici mon conseil. Prenez la situation comme elle se présente. Si chacun de vous a reçu la bague de son père, que chacun, en toute certitude, la tienne pour vraie. Peut-être votre père n'a-t-il pas voulu tolérer plus longtemps dans sa maison la tyrannie d'un seul anneau. Et c'est certain, il vous a aimés tous trois et d'un amour égal, puisqu'il s'est refusé à en léser 2 pour n'en favoriser qu'1. Eh bien, que chacun, de tout son zèle, imite cet amour pur de tout préjugé. Que chacun rivalise pour parer sa bague de la vertu de la pierre. Qu'il seconde cette vertu par la douceur, par un cœur tolérant, par des bienfaits et par un profond attachement à Dieu. Et si ensuite la vertu des pierres se manifeste chez les enfants des enfants de vos enfants, je vous convoquerai à nouveau dans 1000 fois 1000 ans dans ce tribunal.
Alors siégera ici un homme plus sage que moi. Il jugera. Allez. Ainsi parla le juge, plein de modestie. Dieu, Dieu, Saladin, si tu te sens être cet homme plus sage, moi, poussière, moi, néant, oh, Dieu, qu'as-tu donc, sultan? cher Nathan, les 1000 fois 1000 ans de ton juge ne sont pas encore écoulés. Sa place n'est pas la mienne. Va, va, mais sois mon ami. Saladin n'avait rien d'autre à me dire? Rien, Rien? absolument rien. Pourquoi? J'aurais encore aimé avoir l'occasion de te demander quelque chose. Est-il besoin d'une occasion pour cela? Parle. J'arrive d'un long voyage au cours duquel j'ai recouvré des créances. J'ai presque trop d'argent liquide. Les temps de nouveau ne sont pas sûrs et je ne vois pas bien où ils pourraient être en sécurité. Alors j'ai pensé que toi, peut-être, une nouvelle guerre exige toujours plus d'argent. Tu pourrais en avoir besoin. Nathan, je ne te demanderai pas si Al-Hafi est venu te voir. Je ne veux pas savoir si quelques soupçons te poussent à me faire spontanément cette offre. Un soupçon. Je le mérite. Pardonne-moi. À quoi bon le nier? J'étais, je l'avoue, sur le point... De me demander la même chose? Ce n'est pas possible. Si, Voilà qui nous tire d'affaire tous les deux. Mais je ne peux pas t'envoyer la totalité, à cause du jeune Templier. Tu le connais, n'est-ce pas? Je dois d'abord lui payer une grosse somme. un Templier, mes pires ennemis, tu ne vas pas, j'espère, les soutenir de tes deniers. Je ne parle que de celui dont tu as épargné la vie. Ah, que me rappelles-tu? J'avais complètement oublié ce jeune homme. Tu le connais? Où est-il? Quoi? Tu ignores combien ta décision de le gracier a été pour moi, par lui, source de bienfaits? C'est lui qui, au péril de sa vie nouvellement regagnée, a sauvé du feu ma fille. Lui? Il a fait cela? Ah, il en paraissait bien capable. Ma foi, mon frère aurait agi de même. Il lui ressemble tellement. Il est encore ici? Va le chercher. J'ai tant parlé à ma sœur de ce frère qu'elle n'a pas connu. Il faut bien que je lui fasse voir son sosie. Va le chercher. Comme d'un seul bienfait, même si c'est la passion qui lui a donné naissance, découle tant de bienfaits. Va le chercher. J'y cours. Et pour le reste, c'est convenu, n'est-ce pas? Ah, que n'ai-je laissé ma sœur écouter? Chez elle, vite. Comment maintenant vais-je lui raconter tout cela? Ils lui ressemblent tellement, ils se ressemblent tellement, et pourtant ils sont au bord de se haïr, mais à la fin, effectivement, il y a cette histoire de ressemblance, chacun sauve la vie de l'autre, et ça se finit pas si mal, alors qu'au départ, Antoine, franchement, nous sommes, toi et moi, experts en décisions paternelles absurdes, mais alors celle-là... Oui, c'était pas vraiment très mal, pas... Il y avait une bonne intention, oui, mais c'était pas terrible quand même. Hein. Non, c'était pas terrible. C'est pas une chose à faire. Hein. Enfin, de toute façon, mentir à ses enfants en leur disant « vous êtes tous mes préférés ». Bon, on le fait, mais c'est pas très malin. Par contre, Nathan, il est vraiment bon quand même. Hein. Vous avez remarqué, hein, parce qu'il est à la fois sage et malin. Il évite tous les pièges. Et puis il y a cette histoire des 3 anneaux, elle est puissante, elle est efficace.
Elle est ancienne. Elle est ancienne, c'est pas Lessing qui l'a inventée. Non, ça, là, pour le coup, je peux servir à quelque chose en tant que médiéviste, parce que c'est effectivement une autre histoire, d'ailleurs, de quelqu'un qui se sauve en racontant des histoires. Raconte-moi, eh ben, c'est Boccace, évidemment. C'est le Décameron, c'est à partir de 1350, c'est deux Visantes et deux Visants qui cherchent à se sauver de la mort qui vient, la peste, en se racontant des histoires. Et une des histoires qu'ils se racontent, la première journée, la troisième histoire de la première journée, c'est celle des Trois Anneaux. Et effectivement, on la retrouve donc intacte, enfin avec des différences quand même qu'on va essayer de saisir. Et si on la retrouve chez Boccace, cette histoire des Trois Anneaux qui symbolise les trois religions et l'indistinction entre les trois, c'est qu'elle vient de loin aussi. Elle vient de contes de l'Adab, ce qu'on appelle l'Adab arabo-juif d'Andalousie. Et Boccace en hérite et le relance. Parce que, évidemment, entre Boccace et Lessing, il y a quand même du chemin. Et ce chemin, il ne faut pas croire qu'il est uniquement textuel. Ça circule par citation. À partir du XVIe siècle, cette histoire, elle connaît une tradition séparée. Ce qu'on appelle, vous savez, la bibliothèque bleue, c'est cette littérature de colportage. Et c'est vraiment une histoire très célèbre dans toute l'Europe. Hein. Et on le sait d'ailleurs parce qu'elle arrive jusqu'aux oreilles d'un meunier du Frioul, Menocchio, dont Carlo Ginzburg a écrit l'histoire fameuse, le livre qui s'appelle Le fromage et les vers. Et s'il a pu en écrire l'histoire, c'est que Menocchio a été sous le feu de l'Inquisition, qu'il a accusé de mal penser, et il avait mal pensé parce qu'il avait lu des choses qu'il ne devait pas lire, et notamment la parabole des Trois Anneaux. Qu'est-ce qu'il en avait retenu, Menocchio ? Eh bien que, effectivement, comme on ne pouvait pas savoir si la religion de notre père était la bonne, on avait la possibilité de continuer à la pratiquer sans grande conviction, sans adhérer à sa propre croyance, mais par commodité, disait-il, parce que à tout prendre, mieux vaut écouter les siens. Ça, c'est les Trois Anneaux de Boccace. Mais quand même, avec Lessing, il en fait autre chose, Antoine. Oui, il en fait autre chose, parce que alors il reprend le récit, le début du récit est très semblable, hein, donc il le reprend. D'abord, il en fait autre chose, puisque, comme Patrick vient de le dire, c'est une tradition qui est quand même une tradition très hétérodoxe, qui circule. Menocchio, quand il évoque ça ne plaît pas du tout aux inquisiteurs qui sont en train de lui faire un procès. Donc c'est presque une tradition qui devient, en tout cas au XVIe, XVIIe siècle, une tradition souterraine. Et Lessing, lui, il la met au cœur, vraiment au centre d'une pièce de théâtre qu'il veut faire jouer et qu'il conçoit comme vraiment une grande pièce de théâtre publique. Et donc ça aussi, c'est une nouveauté des Lumières, c'est-à-dire les Lumières font beaucoup ça. Hein, presque tous les auteurs du XVIIIe siècle, ils reprennent des motifs et des thèmes de l'hétérodoxie, c'est-à-dire de la pensée libre, de la pensée critique des religions qu'on trouve depuis le XVIe siècle, qu'on trouve chez les libertins du XVIIe siècle, et simplement, ils le donnent à voir comme ils le mettent sur la place publique. Nathan dit « l'univers entier peut bien nous écouter ou nous entendre ». Hein, donc il y a cette idée que cette fois, cette parole n'est plus de l'ordre du conte, n'est plus de l'ordre de la tradition plus ou moins dissidente, mais devient une parole publique. Donc ça, c'est le premier geste, en fait, très fort que fait Lessing. Il lui donne une vérité avec lesté de son poids d'autorité. Il est le secrétaire du duc de Brunswick à Wolfenbüttel. C'est une personnalité, je n'ai pas tout à l'heure raconté sa vie, mais enfin, c'est lui-même un fils de pasteur qui a connu dès les années 1750 des succès littéraires au théâtre. Donc c'est une personnalité de la vie intellectuelle, et donc il met cette pièce. Et puis, dans le récit même, il change un certain nombre de choses. Il enchâsse un récit dans un autre récit déjà, c'est le récit du juge. Absolument, il rajoute le juge. Alors ça c'est nouveau, c'est-à-dire qu'il y a un procès. Hein, le juge va statuer. Et puis, donc,
le juge, il s'appuie sur plusieurs éléments. Le premier élément, vous avez vu, c'est cette question du fait que l'anneau n'est pas simplement un anneau magique, mais avec une question, la question est celle de lequel est authentique et lesquels sont des copies. L'anneau, il a un pouvoir magique qui est de rendre aimable celui qui le porte. Ça, si je ne me trompe pas, ce n'est pas dans Boccace. Or, pourquoi ça change tout? Parce que la question de la religion n'est plus, dès lors, la question d'une vérité métaphysique ou théologique. La question n'est plus de savoir quel est l'anneau authentique, mais la question devient de savoir quel est l'anneau, quelle est la religion qui rend aimable aux yeux de tous, aux yeux de Dieu et aux yeux des autres. Et là devient le critère. Il ne s'agit plus de poser la question quelle est la religion la plus ancienne ou quelle est la religion la plus authentique, quelle est la religion qui dit vrai sur Dieu. Non, toutes ces questions doivent être mises de côté. La question qui se pose, c'est la question de quelle est la religion qui rend ses adeptes aimables et vertueux. C'est ce qu'il appelle la vertu, hein, c'est ça? C'est la vertu. Et donc c'est le fait d'être aimable. Et donc, du coup, on passe de la discussion théologique, qui a raison, qui dit vrai, à la question de l'émulation éthique. Et là, on est en plein dans la pensée des Lumières. Ce qui devient dominant, c'est la société. C'est non plus un rapport mystique de l'ordre de la foi à Dieu, mais un rapport social. Hein. Quelles sont les religions qui vont permettre aux gens de vivre en bonne entente, dans la tolérance? Et c'est pour ça que le juge arrive à cette conclusion qui est à la fois paradoxale et tout à fait fascinante. Il leur dit, vous avez tous tort, les 3 anneaux sont faux, donc en fait il n'y en a pas un qui est vrai et les autres sont des copies, le vrai c'est sans doute perdu, les 3 sont faux, mais pour autant vous devez leur être fidèles, c'est-à-dire vous devez faire comme si ils étaient vrais. C'est très bizarre. Et c'est là que c'est assez différent de ce que vous trouveriez dans les Lumières françaises, chez Voltaire, chez Diderot, chez le baron d'Holbach, qui, eux, diraient « les anneaux sont faux, la religion, ces religions sont fausses, donc débarrassez-vous de ces préjugés, de ces superstitions, et croyez dans la science, dans le progrès, dans la raison. » Non, le juge, et donc Lessing, dit « ces religions, ça vaut le coup de continuer à faire comme si elles étaient vraies, mais dans l'ordre justement de montrer par cette émulation que la persistance de ces religions vont vous rendre vertueux et aimables. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément, je ne sais pas si vous avez entendu dans le texte, c'est très frappant, les anneaux sont faux, mais il y a une chose qui est vraie. Et ce qui est vrai, c'est la transmission. Il le dit à plusieurs reprises. Ce qui est vrai, c'est que le Père l'a transmis, que le Père a dit que l'anneau était vrai, que l'anneau l'a transmis. Et donc, cette vérité de la transmission, elle est très importante parce qu'elle dit qu'il y a quand même quelque chose dans la religion qui n'est pas nécessairement néfaste ou inutile, en tout cas c'est ce que dit Nathan et c'est ce que dit Lessing, c'est le fait qu'elle inscrit des individus dans des communautés de filiation, de transmission, et donc dans des filiations culturelles. Et c'est pour ça que Nathan dit aussi j'ai autant de raisons de croire les miens, mes parents, ma famille, ceux qui m'ont transmis un certain nombre de rites, de croyances, de religions, que toi, de croire les tiennes, du moment qu'aucun n'essaye d'imposer à l'autre ses croyances et ses pratiques. Il y a un pessimisme quand même anthropologique global, hein, c'est ça, chez Lessing, il pense que de toute façon, il écrit et il pense à un moment où aucune religion n'est aimable. Absolument. Ah ben, donc, oui. On va choisir sur des critères. Alors, à un moment, il y a un texte aussi que tu aimes bien citer, que j'aime bien t'entendre citer, c'est celui de, justement, à un moment à peu près le même, où Lessing écrit pour les francs-maçons, c'est ça? Oui. Et décrit un peu ce que pourrait être une société, certainement pas idéale, mais en tout cas régulée. Oui, parce que Lessing s'est fait... Donc la franc-maçonnerie, c'est son grand développement au XVIIIe siècle, et Lessing, qui vivait avec une partie de sa vie à Hambourg, s'est fait donc rentrer s'est fait initier à la franc-maçonnerie, qui représentait justement pour lui cet idéal de fraternité. Bon, il a été très déçu parce qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait ce qu'il espérait, donc il a écrit
Il a fait ce que font les écrivains quand ils sont déçus d'une réalité, c'est qu'ils l'idéalisent, et donc il a écrit des dialogues maçonniques. Et dans ces dialogues maçonniques, il y a un passage qui est très beau où il dit, au fond, le fait même de se rassembler en société, ça crée des barrières entre les hommes. Et donc la question, c'est comment on fait dans une société pour dépasser ces barrières. Et donc il dit, il faut 3 choses. Il faut, dans chaque religion, des hommes, des femmes, le 18e, donc il dit des hommes, qui ne pensent pas que leur religion est la seule vraie. Il faut, dans chaque société, des individus qui ne se laissent pas prendre par les honneurs et qui ne méprisent pas les pauvres. Et surtout, il faut des hommes qui savent à quel moment le patriotisme cesse d'être une vertu. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que le patriotisme n'est pas un mal en soi, c'est-à-dire justement ce qu'on disait à l'instant, l'attachement à une communauté, à la patrie, au père, donc à une communauté fondée sur la transmission, mais que ce patriotisme, il peut très vite cesser d'être une vertu dès lors qu'il devient, alors à l'époque on aurait commencé à dire le nationalisme, ça va être très vrai justement dans une certaine filiation des Lumières allemandes, donc il devient un nationalisme, aujourd'hui on dirait un communautarisme, c'est-à-dire le moment où l'identité qui est une richesse devient une faiblesse parce qu'elle devient un enfermement et une difficulté à communiquer, à parler avec les autres. Oui, la fois dernière, le 7 avril, j'avais parlé ici même de Maurice Audin et de la question, et j'avais aussi, puisque on aurait pu à ce moment-là, mais on n'a pas pu le faire, parler de Lessing, évoquer cette question en citant exactement ce passage, le point de bascule où le patriotisme cesse d'être une vertu. Et donc là, tu commences effectivement à disposer les mots, les concepts, les généralités qui ramènent aussi le texte vers nous, c'est-à-dire la question de la communauté, la question de la nation, la question de la patrie, la question du cosmopolitisme, la question de l'universalisme. Et donc, de ce point de vue-là aussi, on voit se contraster et Voltaire et Lessing, les Lumières françaises d'un côté, allemandes de l'autre, sur cette question-là, finalement, de la tolérance. Oui. Est-ce qu'on peut en parler à ce moment-là? Et comment? Et sur quel ton? Oui, bien sûr, on peut en parler. C'est-à-dire que, bon, évidemment, on dit les Lumières, on dit toujours, ah ben, les Lumières, c'est la tolérance. Bon, ce qui n'est pas faux, mais quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce qu'en réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des conceptions très différentes de la tolérance au XVIIIe siècle. Il y a la tradition anglaise, pour aller vite, qui vient de John Locke, et qui est une conception libérale de la tolérance, où la religion est de l'ordre du domaine privé, et qui s'oppose aux politiques et de l'ordre du domaine public. On a, disons, plutôt la conception française, c'est marqué par l'anticléricalisme et le rationalisme. Donc, chez Voltaire, c'est très net, les religions sont en soi néfastes, elles sont des superstitions. Alors, Diderot et d'autres iront encore plus loin, mais néanmoins, elles sont néfastes. Voltaire passe son temps, vous le savez bien, à se moquer de la superstition religieuse, des croyances, de la Bible, etc. Il est vraiment un déiste. Y compris du ritualisme juif. Et voilà. Alors, il a même le ritualisme juif, c'est tout ce qu'il déteste. C'est tout ce que déteste Voltaire, parce que pour lui, c'est justement l'attachement des Juifs à leur tradition, c'est justement ce qui les empêche d'être éclairés, c'est-à-dire d'accéder à la raison. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée qu'au fond, ce qui fonde la tolérance et l'humanité, c'est une nature humaine commune, c'est de ramener à la raison commune. Et donc, tout ce qui est de l'ordre des spécificités nationales, culturelles, ça, c'est forcément, ce sont des obstacles à la fraternité. Et ça, c'est quelque chose qui va être très puissant dans toute la tradition, et notamment dans toute la tradition des Lumières, puis de la Révolution française, cette idée, au fond, il faut ramener l'individu à, alors soit à la raison, chez Voltaire, soit au sentiment, plutôt Rousseau, et donc à quelque chose de commun. Et alors chez Lessing, on a quelque chose d'un peu différent, parce que justement, c'est une conception de la tolérance qui passe plutôt par l'affirmation, on le disait tout à l'heure, de spécificités fondées sur la filiation, sur l'appartenance à des communautés. Il ne s'agit pas de les dissoudre, parce que justement, c'est la pluralité, donc on dirait aujourd'hui le pluralisme, mais c'est la pluralité, c'est la diversité
qui permet cette coexistence si elle est bien pensée, si elle est pensée à partir de la tolérance. Nathan le dit tout à l'heure au début, il dit si je fais trop le juif, ça ne va pas, parce qu'évidemment je m'enferme dans mon personnage, mais en même temps, si je fais semblant de ne pas être juif et que j'abandonne complètement ma judéité, ça ne va pas non plus, parce qu'après tout, il me dira dans ce cas-là, convertis-toi. Et donc je serai piégé. Et donc chacun, et c'est pareil pour Saladin, ça va être pareil pour le Templier, chacun doit trouver le bon réglage par rapport à son identité, à ses filiations, à ce qui lui a été transmis, de manière à en faire un usage qui soit utile et aimable au bien commun. Et ça, c'est pas tout à fait notre tradition philosophique, enfin la tradition de l'universalisme des Lumières vue de France, mais on voit bien que c'est ce qui donne l'actualité théâtrale de Lessing, qui ne s'adresse pas à la nature humaine, mais à nos différences. D'ailleurs, au passage, je comprends en t'entendant, pour ça qu'il y a du théâtre. C'est pour ça que le théâtre de Voltaire, alors il en était si fier, mais il est quand même très mauvais. Là, il y a des voix, il y a des différences, donc il y a du théâtre. Oui, absolument. Et il y a du théâtre parce que, et en fait, Lessing, ce qui est très intéressant, c'est que il est plus que, alors il est très influencé par la réflexion philosophique et politique de Voltaire, mais pas du tout justement par son théâtre. Et il fait partie de ce courant qui essaye de construire un théâtre national allemand, notamment à Hambourg. Goethe, Schiller viendront après lui, justement par opposition à ce qui lui paraît un théâtre classique français qui lui paraît justement manquer totalement de chair. Et par contre, il va y avoir quand même là un dialogue avec le drame de Diderot. Et donc avec plutôt un drame qui insiste sur les sentiments, les personnages. Mais il y a quand même vraiment la construction ici d'une spécificité dans effectivement la mise en scène et aussi dans le alors ça c'est au théâtre ou alors dans le romanesque. Par le prophète, cet homme dit vrai, je n'ai plus qu'à me taire, mais va quand même terminer cette rencontre. J'avais envie de vous faire rencontrer Antoine Lilti, que les plus fidèles d'entre vous ont peut-être déjà vu il y a 4 ou 5 ans. C'était sur un dialogue, justement, déjà entre Rousseau et son inconnue Henriette. Mais je voulais que vous entendiez aussi cette manière de convoquer l'histoire en la ramenant à nous avec toutes les formes d'appropriation intellectuelle, toute l'actualité, ce que Antoine Lilti appelle l'héritage des Lumières. Et sa manière, c'est de nous faire entendre des textes, mais également d'autres qui les lisent et qui les ont lus. Il y en a un qu'on aime bien, toi et moi, et qui parle de 2 choses sur lesquelles on pourrait terminer cette rencontre, qui parle justement de la politique de l'amitié et qui parle de la politique de la vérité. Ce sont les 2 choses qu'on a entendues dans ce texte. Tu es mon ami, et puis au tout début, la vérité comme une espèce sonnante et trébuchante. C'est le texte d'Hannah Arendt. Tu peux nous en dire un mot ? Et on va en lire quelques extraits. C'est un texte d'Hannah Arendt, c'est une conférence qu'elle a prononcée dans un théâtre en 1959. Elle reçoit le prix Lessing. Elle vient et donc elle fait un hommage à Lessing. Elle avait déjà écrit sur Lessing. C'est un texte qui s'appelle « De l'humanité dans de sombres temps », que vous pouvez lire, un texte absolument magnifique, qui existe dans le recueil « Vie politique », Gallimard-Tel. C'est un texte très très beau. Et alors pourquoi ça m'intéresse aussi ? Parce qu'évidemment, tout à l'heure, quand je vous dis c'est la politique des différences, comment on peut être tolérant et universel en respectant ces différences, vous pouvez dire oui, bon, alors c'est vraiment de l'actualisation un peu forcée. Sauf que non, parce que Hannah Arendt, en 1959, avec sa propre histoire, donc de juive allemande, qui s'est exilée, vous connaissez l'histoire évidemment, aux États-Unis, et donc elle revient en Allemagne en 1959 pour recevoir ce prix, et elle écrit ce texte, elle l'écrit et elle le prononce, donc de cette conférence, où elle aussi réfléchit à qu'est-ce que c'est, d'abord à la toute fin, la question de la vérité, on va y revenir, mais d'abord à la question de qu'est-ce que c'est qu'une politique de l'amitié
qui justement ne fasse pas fi des différences et des spécificités, mais affronte le monde réel tel qu'il est, y compris dans le fait que les gens sont différents, que les gens ont des histoires différentes et peuvent se retrouver dans des situations politiques extrêmement différentes et conflictuelles. Donc l'amitié, contrairement à la compassion, ne vise pas ce qu'il y a de commun en nous, une nature humaine, mais au fond nos différences, hein, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, Hannah Arendt avait déjà beaucoup réfléchi à cette question à propos de la Révolution française. Et elle disait, en fait, cette lecture peut être contestée, mais qui est très originale et très puissante de la Révolution française, elle dit, ce qui a mal tourné dans la Révolution française, c'est que c'était une politique de la compassion, de la pitié. Or, la compassion et la pitié pour les malheureux, pour les pauvres, elle dit, c'est un sentiment très noble, mais c'est un sentiment qui est politiquement inefficace, voire dangereux, parce qu'elle ne reconnaît pas en l'autre une vraie différence et une vraie spécificité. Et donc, elle va écraser toute la diversité humaine dans cette espèce de réduction à l'homme souffrant. Et donc, plutôt que la compassion pour l'homme abstrait et souffrant, il faut plutôt une politique, donc ce qu'elle appelle une politique de l'amitié, qui est une reconnaissance de ce qui nous relie au-delà de ce qui nous sépare. Et ce qui nous sépare, vous allez le voir dans le texte, peut être extrêmement fort. Oui, Lucas, on va entendre le premier extrait. Va, tu es mon ami. Ainsi, sous le Troisième Reich, dans le cas d'une amitié entre un Allemand et un Juif, ce n'aurait pas été un signe d'humanité si les amis avaient dit « Ne sommes-nous pas tous deux des hommes ?» Ce n'aurait été qu'une simple évasion hors du réel et hors du monde commun à tous deux à cette époque, nullement une prise de position contre le monde tel qu'il était. Une loi interdisant toute relation entre Juifs et Allemands pouvait être éludée, mais non défiée, par des hommes qui déniaient toute réalité à la distinction. Du point de vue d'une humanité qui garderait la réalité pour soi, d'une humanité dans la réalité de la persécution, ils auraient dû se dire l'un à l'autre, Allemands, Juifs et amis. Mais partout où réussit à cette époque une pareille amitié, bien sûr la situation a totalement changé de nos jours, partout où elle fut maintenue dans sa pureté, c'est-à-dire sans faux complexe de culpabilité d'un côté et faux complexe de supériorité ou d'infériorité de l'autre, une parcelle d'humanité dans un monde devenu inhumain s'est trouvée réellement accomplie. C'est un texte difficile quand même, hein, parce qu'il nous prend à rebrousse-poil de bien des manières, mais pour toi, c'est un texte important. Oui, c'est un texte important parce que c'est un texte qui permet de penser la question de l'humanité, disons, en dehors de ce qu'on pourrait appeler un humanisme facile. Alors, évidemment, facile, on s'entend, il peut être très difficile, mais il est néanmoins facile. C'est facile au sens où c'est cette idée qu'au fond, c'est une sorte de sentimentalisme nous sommes tous des frères humains, si tous les humains pouvaient se tenir la main, etc. Bon. Et ce que dit Arendt, elle dit, c'est très beau, mais en fait, vous avez vu, elle dit, c'est une évasion hors du monde réel. Ça peut dénier la réalité, donc évidemment, c'est beaucoup mieux que la persécution, c'est beaucoup mieux que l'Allemand qui dit Juif, tu es juif. C'est déjà un très beau geste, mais c'est un geste qui ne défie pas le réel de la persécution. Hein, elle dit qu'il élude, qui fait comme si ça n'existait pas. Et elle dit ce comme si, en fait, c'est une fuite hors de la politique. Et la politique, c'est au contraire de reconnaître cette différence, y compris la différence la plus grande qui est celle de la persécution, et de la dépasser par l'affirmation de l'amitié. Et au fond, évidemment, elle écrit ça en pensant à la pièce de Nathan, de Lessing, donc à Nathan, puisque Saladin, au début, vous avez vu, Nathan est méfiant, il dit, il y a un piège parce que un ami ne vient pas comme ça, un ami vient en écoutant. L'ami, c'est celui qui commence par écouter, et donc non pas par imposer quelque chose, mais par écouter l'autre dans sa spécificité. Et puis, à la fin, Saladin va dire « Sois mon ami ». Et donc, cette idée d'une amie, il ne lui demande pas de se convertir, il ne lui demande pas d'être juste un être humain, il lui demande d'être son ami
d'une amitié entre un marchand juif et un sultan musulman, ce qui est l'écart le plus grand que vous puissiez imaginer dans la situation qui est celle de la pièce, c'est-à-dire celle des croisades au XIIIe siècle. Et tout ça, elle le pense en 1959, en évoquant la Seconde Guerre mondiale, depuis Lessing et ces croisades rêvées au XVIIIe siècle. Donc on a effectivement une rencontre des temporalités pour poser une question essentielle et une question qui n'élude pas la vérité. C'est ça, au fond, c'est pour ça qu'on voulait terminer par là, puisque ça avait commencé par là, cette question des espèces sonnantes et trébuchantes de la vérité. Au fond, ça n'élude pas cette question-là qui est la nôtre, qui est celle qu'on doit poser, et vous allez l'entendre, dans une joie, mais qui est une joie un peu paradoxale. Oui, parce que Lessing, surtout relu par Arendt, mais je pense que sa lecture est tout à fait juste, c'est le lecteur, c'est le penseur du pluralisme et le penseur non dogmatique par excellence. Ce que nous dit Arendt, c'est que Lessing met en scène dans la pièce, c'est pour ça, Patrick, tu avais raison, c'est pour ça qu'il y a du théâtre, parce qu'il y a de la confrontation des points de vue. Il n'y a aucun point de vue surplombant. Chacun, et ce qui est fort, ce qui est riche, c'est non pas le fait que les acteurs ou les personnages parleraient, l'un aurait la vérité ou aboutirait à la vérité. Non, il y a des fables, il y a des contes, mais il y a surtout chacun apporte sa vérité, non pas dans un simple relativisme, mais ce qui est vrai. C'est pas Pirandello. Pardon ? C'est pas Pirandello. C'est non, pas c'est chacun pas sa Pirandello. vérité. C'est pas chacun sa vérité. C'est plus exactement que chacun. Il n'y a pas de vérité absolue. Une vérité absolue serait dangereuse, qu'elle soit d'ailleurs religieuse ou qu'elle soit scientifique et rationnelle. C'est pas le progrès, le culte du progrès scientifique comme vérité dogmatique serait tout aussi dangereuse que la vérité théologique. Là, ce qui est vrai, ce qui est juste, c'est ce qui se joue entre les individus lorsque chacun à la fois affirme son rapport à la vérité et reconnaît le droit à l'autre d'affirmer la sienne. Et donc ce qui se joue, dit Arendt, et c'est pour ça qu'elle dit que c'est là qu'on est dans une vérité du monde, le fait de, par la conversation, par l'échange, Lessing comme Arendt sont des penseurs du dialogue, de la conversation, de l'échange, vont confronter des points de vue sur la vérité, mais surtout en se réjouissant justement de cette espèce d'estompement d'un plan métaphysique qui serait celui, ou dogmatique, qui serait celui de l'affirmation d'une vérité unique. Alors réjouissons-nous pour terminer et entendons ce qui est peut-être ton doudou. Allez. Mais je voulais pas que tu le dises en public. L'univers entier nous écoute. Ton passage fétiche. Lessing, quoi qu'il en soit, s'est réjoui de ce qui justement a toujours, ou du moins depuis Parménide et Platon, désespéré les philosophes. Que la vérité, dès qu'elle est énoncée, soit immédiatement transformée en une opinion parmi d'autres, contestée, reformulée, réduite à n'être qu'un sujet de conversation parmi d'autres. La grandeur de Lessing ne consiste pas seulement dans la vue théorique qu'il ne peut y avoir de vérité unique en ce monde humain, mais dans sa joie qu'elle n'existe point et qu'ainsi le dialogue infini des hommes entre eux ne puisse avoir de cesse.